Au plaisir de vous retrouver sur la télé du 21e siècle Star 21 TV. Bienvenue dans votre émission de prédilection Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci en donnant la parole aux acteurs notamment de la vie sociopolitique de la Guinée. Ceci vous permet notamment de prendre position sur ce sujet de l'actualité en toute responsabilité. Dans cette émission de Starcom, nous faisons une rétrospective générale sur les faits marquants sur le plan sociopolitique de la Guinée durant l'année 2020 qui s'en va, à savoir qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité sociopolitique de la Guinée, quels sont les grands enseignements qu'il faut tirer, quel est le bilan qu'il faut faire notamment du combat du Front National pour la défense de la Constitution et les défis de l'opposition guinéenne dans son combat pour l'alternance en Guinée, mais aussi des crédits qu'il faut donner notamment à travers cette nouvelle réélection d'Alpha Condé pour un nouveau mandat à la tête de la magistrature suprême du pays. Toutes ces questions seront abordées dans cette émission juste après ça. Une fois encore, merci de nous choisir et de nous préférer, et également votre confiance est renouvelée sans cesse à cette télé et plus particulièrement à cette émission Starcom. Invité du jour pour ce premier numéro de l'émission Starcom au compte de l'année 2021 n'est nul autre que M. Ali Ouba. Il est le président de l'organe provisoire du modèle. M. Ba, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans cette émission pour cette nouvelle aventure de l'émission Starcom. Bienvenue sur la télé du 21e siècle. Merci beaucoup, merci. Nous sommes très honorés d'être votre premier invité. Et le moral, l'année s'annonce... Très bien, grâce à Dieu. Nous sommes en bonne santé. C'est une occasion aussi de souhaiter nos meilleurs vœux à tous nos compatriotes, que cette année 2021 soit une année de santé pour chacun d'eux et que cette année soit aussi une année de succès dans leurs différents projets et que notre pays puisse aller de l'avant à travers tous ceux qui mènent ce combat pour la démocratie en Guinée, le respect des droits et des libertés. Alors, vous savez, lui, il est mon acolyte de cette émission, pourquoi pas mon alter ego de l'émission Starcom. Il est avec moi sur ce plateau pour ce nouveau numéro de l'émission Starcom. Boubacar Azuka Ba, journaliste de la boîte également de Star 21 TV. Bienvenue dans l'émission Starcom pour cette nouvelle aventure. Bonjour et je souhaite une bonne heureuse année 2021 à tous nos téléspectateurs. Alors, Azuka, on va commencer cette émission par cette actualité qui a retenu l'attention du grand public en Guinée en ce qui concerne notamment ces manifestations qui se sont déroulées du côté de Macenta. Après le recul, quels sont les dessous qu'on peut tirer notamment de ces manifestations de Macenta? Merci, je pense que c'est la dernière triste nouvelle de l'année 2020 en Guinée. Ouais. Ces incidents qui sont survenus des violences intercommunautaires entre deux groupes ethniques qui sont très connus de Macenta, une ville qui a quelques 900 kilomètres de Conakry. C'est juste un problème qui n'en valait même pas la peine parce qu'on parle de patriarcat. Le patriarcat, c'est-à-dire les deux groupes, chacun a revendiqué d'avoir comme ancêtre celui qui a créé la ville de Macenta. Et donc, il a été question de construire un mausolée, une case pour le patriarche. Et je pense que tout est parti de là, selon toutes les informations obtenues. C'est que lorsque le premier groupe a procédé à l'installation, au choix du chef, ça n'a pas plu. Au second, je n'aime pas citer les ethnies parce que même s'il faut les citer, ce n'est pas normal que pour des raisons aussi fallacieuses concernant la chefferie traditionnelle, ça se sort notamment sur la vie que ça conduit à quelques 11 à 17 morts. Et puis ces violences avec l'utilisation des machettes, des gourdins, on se croirait dans une autre époque. Tout cas, ce n'est pas un fait nouveau du côté de la région forestière. Ça se passe à zéro courant entre les Guerzé et les Koinaka. Il y a également les Thomas. Mais pour le cas de ces violences de Macenta, il y a quand même des informations qui font état, une sorte de manipulation des cadres. Naturellement, c'est ce qui s'est dit. Mais puisque les autorités judiciaires ont dit qu'elles ont ouvert une enquête pour déjà il y a une vingtaine, 27 personnes qui auraient été interpellées.
on attend de voir qu'est-ce que cela donnera comme résultat, même si nous savons que souvent les enquêtes sont ouvertes, elles ne peuvent pas mettre, selon les explications qui ont été données par un des protagonistes, puisque le ministre Kilavogui de l'Environnement, c'est lui qui avait été sollicité pour la construction et du mausolée et du siège du patriarche. Il a expliqué qu'il y a une manipulation des ressortissants qui se trouveraient à Conakry et qui ont lancé des appels à leurs parents qui se trouvent à Macenta, et ce qui a mis le feu aux poudres, et on connaît la suite aujourd'hui. C'est des populations qui vivaient là ensemble depuis des siècles et des siècles, qui, pour un tout petit problème, comme je le rappelais tout à l'heure, s'étrippent, et on a vu ce on va revenir à vous, Azoka. Alors, c'est vrai quand même, parlant de ces violences de Macenta, M. Ba, il faut dire quand même qu'il y a l'aspect politique, parce qu'on a vu cette sortie notamment de Oyegi Lavogui qui disait qu'il ne faudrait pas que Macenta ressemble à Bambeto. Vous, en tant qu'homme politique qui appelez le plus souvent des manifestations sur l'axe, comment est-ce que vous avez interprété cette sortie du ministre? Non, mais je ne vais pas me rendre si petit pour commenter des propos assez irresponsables. Moi, je vais essayer de m'inscrire dans la ligne de l'analyse que vous êtes en train de faire par rapport à la situation de Macenta. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui se sont exprimés. Et comme toujours, je fais une analyse plus profonde de la situation, parce que je refuse de me contenter d'une vue de surface pour penser que ce sont des problèmes conjoncturels. La zone forestière a aussi cette particularité d'être une région où nous avons régulièrement des violences intercommunautaires et aussi des violences politiques. Et vous savez que l'histoire de la Guinée aussi, c'est aussi ce côté violence politique. Nous sommes un pays très violent. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a eu beaucoup de cas. C'est une situation de ni paix ni guerre. Mais chaque fois, on a des situations de ce genre dans les régions. Et en zone forestière, ce qui est choquant, et je l'ai dit dans ma dernière tribune, c'est de ce qu'on parle de fausses communes. Dans un pays, c'est assez horrible. Et la deuxième fois. Et la deuxième fois. Est-ce que c'est la deuxième fois seulement d'ailleurs? Parce que Womé, en 2013, les gens ont été enterrés dans les fosses communes. Zogota également. Il y a eu le Zérékoré aussi en 2014. Il y a eu récemment Macenta. Et généralement, selon des témoignages relayés par des médias et certains défenseurs des droits de l'homme, on a même identifié une forêt du nom du 1er mai, qui serait dans un quartier de la banlieue de Zérékoré, une forêt au sein de laquelle on enterre les gens. Les fosses communes, on en parle dans les guerres les plus meurtrières. Un pays qui se dit être en paix, où les gens sont des croyants et qui prétend avoir des institutions étatiques, on ne peut pas parler de fosses communes. Ça, quand même, c'est assez horrible. D'ailleurs, je déplore qu'on n'y mette pas trop d'accent, parce qu'ailleurs, ça aurait été une raison de faire bouger beaucoup de choses et de sanctionner éventuellement. Parce que toute vie est sacrée et il appartient à l'État de veiller à la préservation de la vie des gens. Donc, en ce qui concerne Macenta, hier c'était Zérékoré, Macenta aujourd'hui, un jour c'était Womé. Autant on va continuer de considérer les problèmes de surface, on ne les gère pas de façon structurelle, rassurez-vous que ça ne s'arrêtera pas. Et c'est ce qui est déplorable, parce que la vie humaine est devenue même banale au regard de beaucoup de nos compatriotes. Alors on devait pourtant exprimer une très grande émotion, et ça remet en cause le concept d'unité nationale ou de peuple, parce qu'on utilise assez de termes qui sont galvaudés dans notre pays. C'est comme si nous ne sommes plus un même peuple, une nation, un État, avec tout ce que cela représente comme valeur et principe. Moi, je pense peut-être que ça nécessite des grandes études sociologiques, socio-anthropologiques en ce qui concerne ces violences en Guinée forestière, et tout ce qu'il y a comme corollaire des morts. Moi, je suis témoin de beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens. Malheureusement, ce sont des efforts complémentaires. Parce que j'ai eu vent de beaucoup de documentation, des études qui ont été menées, des enquêtes et même des projets qui ont été financés. Dans ce cadre-là, dans le cadre des études sociologiques, prélèvement de données, quelles sont les approches de solutions, il y a eu beaucoup d'organisations internationales qui se sont intéressées à la région pour le faire, depuis la fin de la guerre du Libéria, de la Sierra Leone. On n'oublie pas que c'est cette région qui a abrité une partie importante des réfugiés que nous avons. Mais aussi des rebelles. Des rebelles. Donc, les gènes des conflits étaient dans cette région, donc il y a eu beaucoup d'efforts internationaux dans ce sens. Mais tant que l'État qui représente le canevas ou le récipient
dans lequel on met tous ces efforts. Tant que cet État-là n'est pas conforme, tant que cet État-là ne fait pas preuve de responsabilité, rassurez-vous que quelle que soit la qualité des efforts qu'on fournit derrière, le récipient qui va les contenir va les pourrir. Donc, comme, ce qui se passe, comme pour dire, si le contenu du contenant n'est pas bon, on ne peut jamais espérer un résultat. Alors, on va ouvrir désormais la boîte à Pandore de cette émission, notamment cette rétrospective qu'il faut se faire au sortir de l'année 2020. On commence, Azoka, par les manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, un front qui a été créé en toute pompe. Et après une année, on a vu que le combat, tous les objectifs sur lesquels notamment le front s'était assigné n'ont pas été presque atteints. Alors aujourd'hui, quelle est votre rétrospective en termes, c'est pas d'analyse, sur d'abord l'existence du FNDC et pourquoi pas notamment de toutes ces réclamations en termes de combat et la valeur qu'il faut donner à ces combats du FNDC? Peut-être il faut commencer par là où il faudrait. C'est que le combat du FNDC est né de ce débat qui avait commencé en Guinée sur l'éventualité d'un troisième mandat et donc d'une candidature du président Alpha Condé à l'élection présidentielle de 2020. La constitution de 2010 disait que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs ou pas. La forme républicaine de l'État, l'article 154 disait que la forme républicaine, le nombre et la durée de mandat ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Donc, il y a eu un débat alimenté par les médias, alimenté aussi par la classe politique dans son ensemble. Et puis, on a vu que ça commençait à prendre un peu de la mousse, a commencé à prendre à partir du mois d'avril des organisations de la société civile, des partis politiques, aussi des acteurs de la société civile, je me répète, se sont retrouvés, ils ont dit, bon, on va créer un front national. Le FNDC. Le FNDC. Oui, avec sa couleur rouge. Sa couleur rouge, ça a été créé, ça, je pense, ça a pris vraiment de l'ascension. L'ascension, il y a eu des manifestations, je me rappelle. Avec une grande mobilisation. Du 20 d'octobre, la première d'octobre déjà 2009, qui a mobilisé des gens dans les rues, qui a poussé le pouvoir à organiser une autre contre-manifestation. Avec la réception du président Alpha Condé. Après, on a vu que ça prend de l'ampleur, les populations commencent à prendre, depuis les répressions ont commencé, vous le savez, et puis on est rentré en 2020, toujours avec des manifestations. En septembre, déjà, ce qui était caché, ça devient officiel. La nouvelle constitution. Alpha tient un discours, il appelle à... il invite le ministre au référendum. Non, d'abord les consultations. Ah oui, les consultations. Il y a eu des consultations, beaucoup... la classe politique encore guinéenne s'est divisée. Il y en a qui ont accepté de partir à ces consultations. Notamment la création du CAR. Du CAR avec le Premier ministre. Ils sont allés. Et puis, des consultations en consultation, Alpha Condé convoque le double scrutin du 22. Le double scrutin, c'était pour le 1er mars. Il y a eu des négociations, parce que c'était législative et référendum. Entre-temps, il y a eu des manifestations, des arrestations au sein du FNDC. Il ne faut pas oublier qu'on a arrêté Sano, Sekou Koundono et autres. On a arrêté Ibrahima Diallo, on a arrêté beaucoup d'autres dans cette... Alors, parenthèse. je vais revenir à vous, parce que quand même, le chemin est un peu long à ce qui concerne le FNDC. De façon ramassée, Monsieur le Président, parce que vous êtes l'un des rares, qui est resté constant dans sa posture, parce que l'UFDG était blanc, après on s'est annoncé pour l'élection. Donc, aujourd'hui, quelle est la synthèse qu'on peut faire, notamment du combat du FNDC, à votre avis? Ben écoutez, vous savez, il faut toujours faire un bilan à mi-parcours, parce que ceux qui spéculent sur un éventuel échec, ça dépend de l'angle sous lequel on voit les choses. Nous savions pertinemment que des difficultés liées un peu au niveau de maturité politique de la population allaient surgir. Pourquoi? Parce que ce combat, nous ne l'avions pas programmé pour une échéance ou pour une période. Il faut savoir que l'état d'esprit que nous avons... mais c'était fait pour empêcher le troisième mandat du président. Je vais essayer de vous répondre. Non, c'est assez réducteur. FNDC, Front National pour la défense de la Constitution de 2010. Voilà, c'était ça. C'était clair. Bien. L'esprit qu'il faut voir derrière cette lutte, c'est que ce qui nous intéressait dans cette Constitution particulièrement, c'était de préserver les acquis qui sont en rapport avec les intangibilités. Derrière cela, il faut savoir que le souci, c'est de préserver le principe
de l'alternance dans notre pays. Donc, il ne faudrait pas voir que le nom et voir une circonstance et limiter l'intégralité du combat à cela. Ne serait-ce que le fait, quand je mentionne l'état d'esprit qui s'est créé, le monde entier a vu le véritable visage du régime d'Alpha Condé parce qu'il y a une lutte qui a été menée. Si, imaginez-vous s'il y avait un vide, lorsque le FNDC arrivait, l'opposition politique était en difficulté d'exister, même de se prononcer. Il y a beaucoup de spéculateurs qui pensaient que d'ailleurs que le FNDC n'allait même pas se stabiliser pour 1 mois ou 2 mois. Ah oui, parce qu'on a vu beaucoup de personnes, beaucoup de politiques qui avaient des divergences qui se sont retrouvées. Il y a un mérite qui est là. On a pu fédérer de façon très large. Et je peux vous dire qu'une proportion, et vous êtes témoin de ça, une proportion très importante de la population et du territoire national et de la diaspora s'est mobilisée et nous avons donné une visibilité à ce combat-là. Alpha Condé est encore président, comme il l'a souhaité. Il s'est imposé par quels moyens? Ce ne sont pas des moyens démocratiques, ça aussi c'est visible. Il s'est imposé pour un 3e mandat qui a trahi complètement le combat qu'il prétend avoir mené en tant que démocrate. Il s'est retrouvé dans une posture difficile, au point où, pour sa propre reconnaissance, il est obligé de faire des démarches et de même de quémander une certaine reconnaissance. Il y a beaucoup de choses, si un combat n'était pas mené, il n'allait pas se retrouver dans cette posture. Aujourd'hui, le monde entier sait qu'il a rejoint le rang de tous les dictateurs du continent, étant donné qu'il est le premier opposant politique et intellectuel à avoir accédé au pouvoir sur la base des valeurs qu'il prétend avoir défendues. Aujourd'hui, il incarne tout à fait le contraire du combat politique qu'il a mené. Ça, ce sont des faits. Ça, ce sont des résultats. Alors, si c'était un schéma démocratique où les principes sont respectés, on aurait eu une compétition électorale à laquelle beaucoup d'autres Guinéens auraient pris part. On peut comprendre que chacun s'inquiète pour sa vie. C'est tout à fait normal. La répression qu'on a eue, s'il y a échec aujourd'hui, c'est de la part de ceux qui se sont imposés par la force. Parce qu'à défaut de s'imposer par la démocratie, ils ne pouvaient pas, ils se sont imposés par la force. Le pouvoir semble se donner une légalité, mais nous savons très bien qu'en démocratie, il y a une prééminence de la légitimité sur la légalité. Parce que pourquoi? C'est la population qui donne le pouvoir, c'est le peuple, au peuple à qui il appartient le pouvoir. Aujourd'hui, en termes de représentativité et de légitimité, le régime d'Alpha Condé n'est plus légitime. Les Guinéens l'ont démontré à suffisance. Il a fallu ce combat. Maintenant, ce qu'il y a à mener, c'est de savoir, à mi-parcours, il y a eu des choses qui ont fonctionné. Il y a certainement des choses qui ne l'ont pas été. Avec le temps, on va revenir sur les choses qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. Ça sera pour la deuxième partie de cette émission. Il faut quand même dire que 2020 a été une année quand même très importante pour le peuple de Guinée. Il y a eu notamment des manifestations causées par des manifestations, cette position d'Alpha Condé pour sa candidature, ce qui s'est soldé également par notamment les 4 morts avec des dégâts matériels importants. Mais malgré tout, Alpha Condé n'a pas fléchi. Il a organisé 3 élections contestées par l'opposition. On va avec notamment ces résumés de l'actualité en termes du combat du FNDC avec cet élément de reportage et après on revient dans cette émission pour la deuxième partie. L'année 2020 a été particulièrement marquée par 2 séries de manifestations d'une ampleur inédite dans la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays à l'appel de la coordination du Front national pour la défense de la Constitution. En mars, la pandémie du coronavirus conduit à la suspension des manifestations de tout genre, tandis qu'Alpha Condé passe à l'offensive pour concrétiser son projet de nouvelle constitution. Malgré la Covid-19, le chef de l'État va appeler les Guinéens aux urnes, au compte d'un double scrutin, législatif et référendaire, dans le but de s'offrir un 3e mandat. Les grands partis de l'opposition boycottent ces élections, la nouvelle assemblée sera mise en place et la nouvelle constitution se verra promulguée. 2020, une année de grands enjeux pour l'histoire du pays. Caractérisée par les élections, le 18 octobre, le peuple est appelé à nouveau aux urnes pour élire le président de la République avec Alpha Condé, candidat à sa propre succession pour un 3e mandat. Sidia Touré de l'UFR, Lansana Kouyaté du PEDN et autres figures politiques choisissent de ne pas y prendre part, mais le principal parti de l'opposition décide d'aller à cette élection. 12 candidats en lice à ce scrutin très controversé, qui donne lieu à plusieurs manifestations au lendemain du vote avec l'autoproclamation de celui d'Alain Diallo, vainqueur. Des citoyens déplacés, des dégâts matériels enregistrés,
et une dizaine de morts. La CENI déclarera Alpha Condé vainqueur avec 59,59% des suffrages et sera investi le 15 décembre par la Cour constitutionnelle pour les 6 prochaines années. Un résultat contesté par l'opposition, même si l'Union africaine et la CEDEAO semblent l'accepter. Mais l'Union européenne, elle, l'a décrié, notamment la France. Après l'élection, une vague d'arrestations va drainer les opposants et activistes de la société civile en prison où certains vont mourir. L'UFDG et l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique maintiennent le cap pour exiger la libération des détenus politiques et la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein. Au même moment, des opposants au régime d'Alpha Condé ont été bloqués à l'aéroport de Conakry et leurs documents de voyage confisqués, comme ce fut le cas de Sidia Touré et Abbé Sylla. Au compte de l'année qui s'en va, un officier de l'armée a été tué lors d'une attaque contre 2 camps militaires et la prison civile à Kindia. Cette mutinerie va se transporter à Dubrika, où des échanges de tirs vont éclater entre les mutins qui ont fui Kindia et l'unité de forces spéciales. Là également, l'on a compté des morts. La Guinée a célébré avec sobriété le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance le 2 octobre. À Conakry, le chef de l'État a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs à Kaloum. 2020, selon certains, a été une année de troubles politiques et sociaux, le tout aggravé par la Covid-19 qui a sans doute appauvri des citoyens. Et oui, vous l'avez compris, l'année 2020 a été une année de manifestations, de troubles, pourquoi pas, de pertes en vies humaines, colorées notamment par la Covid-19. Alors, Azouka, on était sur les raisons de cette, si on peut le dire, entre griffes, c'est pas... Échec, vous voulez dire, je passe le mot. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche, parce que... Non, je ne pense... Bon, en fait, moi, je ne pense pas... Il parlait de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je ne pense pas qu'il y a eu échec, hein, puisque... Non, mais quand même, dans le combat, nous sommes des observateurs de la scène. Les objectifs des FNDC n'ont pas été atteints, en tout cas, qu'on le oui, veuille c'est pas. ça que j'ai dit. Mais quand on parle d'échec, c'est comme si il n'y a pas eu d'activités, d'actions qui ont été menées et qui ont... Non, l'échec, c'est par rapport aux résultats et aux objectifs. Oui, je vous reviens. Voilà. Par rapport à ce qui était prévu. Et je pense que ce que moi je vois de positif dans ce que le FNDC a fait comme combat, Aliou l'a un peu développé, c'est que les combats qui ont été menés par le FNDC a permis à la communauté, non seulement nationale, mais aussi internationale, de comprendre que le 3e mandat pour lequel Alpha Condé était en train de combattre, c'était pas quelque chose... Illégal, était illégitime. Était illégal, n'en voulait pas. De deux, au niveau international, l'image de la Guinée... Pour quel effet? Laissez-moi finir. L'image de la Guinée a été beaucoup écornée parce que on parlait beaucoup plus de 3e mandat que de projets de développement, que de programmes pour amener le pays de l'avant. Ça, les opposants peuvent ça féliciter. Maintenant, le résultat qui était celui de défendre la Constitution et d'empêcher le 3e mandat, donc une candidature d'Alpha Condé, c'est clair que ça n'a pas été acquis. Et là aussi, il a expliqué un peu, je ne vais pas revenir sur les raisons. Peut-être qu'il va revenir maintenant. Voilà. C'est vrai qu'il n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est vrai quand même, vous l'avez dit, il y avait une adhésion populaire, et le FNDC, les premières, deuxièmes manifestations, personne ne pouvait imaginer quand même que les Guinéens pouvaient être aussi mobilisés. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Quelles ont été les petites... Vous savez, en termes d'évaluation, il y a un paramètre que vous ne devez pas négliger, qui est le temps. Je vais vous donner 2 exemples. Beaucoup considèrent que l'arrivée d'un civil et opposant politique au pouvoir en 2010, en l'occurrence Alpha Condé, c'est le résultat des efforts qui ont été consentis depuis pratiquement 2006, 2007, 2008 jusqu'à la transition. Et le fait aussi d'empêcher la junte de garder le pouvoir, c'était des efforts qui avaient été fournis au prix du sang. Ça voudrait pas dire que Conté avait été enlevé du pouvoir à son vivant.
Mais ça veut dire qu'il y a une dynamique qui s'est créée et qui s'est poursuivie jusqu'à ce que les Guinéens aient obtenu pour une première fois qu'un opposant politique arrive au pouvoir. En soi, c'est un résultat qu'on n'aurait pas mesuré au temps de Conté. Il a fallu après pour qu'on le considère. Tout le monde adule Mandela, nous l'aimons tous. Mais admettez avec moi que le combat de l'ANC n'a pas été mené en 5 jours, encore moins en 5 ans. Il a fallu beaucoup d'années. Raison pour laquelle, moi, je ne vois pas le verre à moitié vide, je le vois à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis. Un temps de pause est nécessaire dans toute lutte, surtout dans une situation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Certainement. Chacun peut avoir son avis. Mais c'était difficile d'abord de stabiliser, de créer une cohésion, surtout dans la direction du FNDC, pour que tout le monde essaye de voir dans la même direction et se fixer les mêmes objectifs. Avec le temps, on se rend compte que certains étaient dans un double jeu. Ça, c'est une évidence. Il y avait un défi d'unité. Donc, il y avait un double jeu. Il y avait plutôt une apparence que certains donnaient, peut-être pour monnayer de l'autre côté, jusqu'à certains parlent même d'infiltration du FNDC. Nous savons qu'en Guinée particulièrement, où le niveau de moralité des hommes politiques, j'en suis un, mais je suis convaincu que tous les hommes politiques guinéens ne sont pas de bonne foi. Il y a beaucoup de choses que nous voyons en termes de changement de langage, ça n'honore pas la classe politique dans son ensemble. Donc ce qui veut dire que certains vivent que de ça, prendre des informations dans les structures et aller les revendre de l'autre côté. Et quand vous prenez cette guerre d'information, vous voyez le pouvoir qui a les moins d'influencer, qui a les moins financiers, qui dispose du décret, des pouvoirs de nomination et de tous les avantages qu'il y a, admettez avec moi qu'il est très difficile d'être opposant dans un tel pays. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut tenir. Ça veut dire que ce qui peut-être n'a pas marché d'une part, c'est le fait que les gens n'étaient pas suffisamment convaincus de ce qu'ils faisaient et ils cherchaient leur gagne-pain. Il y en a eu beaucoup, avec le temps, les masques sont en train de tomber. Mais cela ne remet pas en cause le fait que dans l'ensemble, la population ne voulait pas de mandat de plus. Oui, et l'autre aspect qui n'a pas peut-être fonctionné. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Pour moi, le problème est venu dès qu'on a parlé des élections, de l'élection présidentielle. Parce que le combat du FNDC avait jusqu'au 22 mars. Jusqu'au double scrutin. La manière dont le peuple a rejeté cette élection, la manière dont le FNDC s'était organisé pour s'aimer, je mets entre griffes le mot, que le chaos pendant le vote du 22 mars, qui fait qu'on a eu une assemblée qui n'est pas représentative de la classe politique. Je pense que c'était jusqu'à ce niveau, la chose a été très bien huilée, les choses ont bien marché. C'est dès qu'il a été question d'aller maintenant à l'élection présidentielle du 18 octobre, je pense que c'est à partir du moment qu'il y a eu la fissure. En tout cas, les gens se sont donné plus de visibilité par rapport à leur véritable agenda. Bien entendu, c'est arrivé comme ça. Mais le souci ici n'est pas de blâmer X ou Y, parce que le plus important est que c'est cette population, est-ce qu'elle est déterminée à poursuivre ou bien est-ce qu'elle a changé d'avis? Mais je suis convaincu que ce n'est pas parce que actuellement les gens ne sont pas très actifs que cela veut dire qu'ils ont changé d'avis ou ils ont changé de position, mais plutôt il y a un temps de pause qui est naturel en toute lutte, et bien entendu dans les mois à venir, l'alternative qui va rester au FNDC, pour ce qui en reste et ce qui va venir s'ajouter à ça, il faut savoir se réinventer, comme toute lutte. Il faut savoir tirer les enseignements, savoir rester dans la dynamique, mais savoir proposer des nouvelles formules. Peut-être ce n'est pas dans un média qu'on le dira. Vous savez, vous l'avez mentionné, en ce qui concerne le modèle que je représente ici, vous savez très bien que notre position n'a pas varié. Ah oui, ça quand même. L'esprit républicain qui nous anime par rapport à la sauvegarde des acquis reste le même. Nous sommes de l'opposition, nous sommes dans la dynamique du FNDC jusqu'à preuve du contraire. S'il y a quelque chose d'autre, nous aviserons. Mais alors, à ce stade-là, nous sommes encore en discussion, nous sommes avec tous les amis ou tous les compagnons, et d'ailleurs c'est une occasion pour moi de rendre hommage et d'exprimer une pensée solidaire à tous nos compagnons qui sont encore en prison, les Ousmane Gawal, les Fonike Mengue, les Selou Baldé et tous les autres que je ne vais pas citer ici. Et vous avez vu ce qui se passe dans nos prisons, la mort de Roger Bamba et tout ça. Tout ceci dénote que nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans une dictature, et quand c'est une dictature, les hommes politiques doivent savoir s'adapter au contexte et développer des méthodes de combat qui s'adaptent à la lutte contre une dictature. Et c'est dans cette direction-là que je pense que tous ceux qui voudraient faire avancer les choses dans la bonne direction, il faut intégrer ce paramètre-là et savoir que désormais nous luttons contre une dictature. Il faut commencer notamment par je voudrais juste savoir si que
on a eu des leaders politiques qui nous ont affirmé qu'il y avait quand même un paramètre qui devait faire en sorte que le FNDC puisse présenter un candidat face à Alpha Condé au cas où tous les autres aspects n'aboutissaient pas. Mais c'est à la dernière minute que les choses n'ont pas aussi été bien saisies par certains, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un candidat consensuel, que le FNDC, qui n'a pas réussi à obtenir peut-être l'alternance à travers les manifestations, puisse présenter un candidat. Moi, je peux vous avouer contre Alpha Condé. Moi, je peux vous avouer que je n'ai pas participé à un tel débat au sein du FNDC. Et je suis au premier cercle de décideurs dans le comité de pilotage, y compris dans les organisations, dans les structures organisationnelles et opérationnelles du FNDC à travers les autres cadres du modèle. Peut-être une idée comme ça a été développée par les uns et les autres, mais un tel débat ne s'était pas ouvert. Et je peux aller plus loin pour vous dire que si un tel débat était ouvert et que l'équation était posée de cette façon, mon avis aurait été que je ne serais pas d'accord. Alors, Azoka, on va aller sur le terrain, notamment pour recevoir dans cette émission notre premier invité au bout de téléphone, M. Patrice Camara. Il est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. M. Camara, bonjour et bienvenue à l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour. Azoka. Patrice Camara Séni, il faut ajouter Patrice Séni Camara du RPG Arc-en-Ciel. Alors, je ne sais pas quel est votre bilan de cette année 2020 qui a été très très tumultueuse sur la scène politique, sociale, mais aussi économique pour la Guinée. Écoutez, sur le point de vue politique au RPG, nous sommes satisfaits de l'année 2020 puisque nous avons obtenu des victoires majeures, notamment la réforme constitutionnelle, l'élection des députés et l'élection du président de la République. Je crois que de ce point de vue, c'est une excellente année pour le RPG Arc-en-Ciel. Alors, il faut dire quand même qu'il y a eu assez de mouvements. Ça a été difficile. Vous avez obtenu la nouvelle constitution au sortir notamment du double scrutin du 22 mars qui a conduit à la réélection du président Alpha Condé. Et pendant ce temps, toutes ces élections ont été contestées par l'opposition. Alors, vous, du côté de la mouvance présidentielle, est-ce qu'on peut parler de recul ou d'avancée démocratique en Guinée? Écoutez, c'est une avancée démocratique puisque le peuple s'était exprimé à tous les niveaux, notamment au niveau de la réforme constitutionnelle, au niveau de l'élection des députés et au niveau de l'élection du président de la République. Donc c'est une avancée au niveau de l'action populaire dans la consolidation de la démocratie. Maintenant, nos adversaires de l'opposition... Monsieur Camara, oui. Est-ce qu'on peut parler d'avancée pendant que votre champion, qui était pourtant opposant historique, a rempli pour un troisième mandat en changeant la constitution? Est-ce que vous, en tant que militant de l'UFDG, ça vous rend fier aujourd'hui de RPG? Voilà, du RPG. Est-ce que ça vous rend fier aujourd'hui de parler d'avancée démocratique dans ces contextes-là? Écoutez, vous n'êtes pas autorisé à penser à ma place. Vous m'avez posé la question en tant que RPG Arc-en-Ciel. Je vous dis que pour nous, l'année 2020 est une victoire politique et démocratique de la part du président de la République, du RPG et du comportement du peuple par rapport à son adhésion à la vision du président de la République. Maintenant, les états d'âme des uns et des autres, je crois que pour l'heure, nous n'en avons que faire. Nous regrettons particulièrement le comportement antidémocratique de nos adversaires qui ont créé toutes les situations devant aboutir à des tragédies monstrueuses pour dérégler le processus démocratique en République de Guinée qui devait aboutir à un coup d'État. Je crois que là également, le peuple s'est soulevé comme un homme responsable, leur a donné les réponses conséquentes. Oui, vous vous félicitez d'une situation quand même, il faut reconnaître, Patrice Séni Camara, très très dangereuse. On est allé à une élection présidentielle avec tout ce qu'il y a eu comme conséquence, des morts, et puis aujourd'hui, des politiciens, pas les moindres, sont en prison. C'est un peu dommage que vous vous félicitiez d'une telle situation en tant qu'acteur politique. De voir les choses. Je sais pas. Nous disons qu'à l'élection présidentielle du 18 octobre, il y a eu 78% de taux de participation populaire. Je crois que ça, c'est un score jamais atteint en République de Guinée. Ensuite, l'élection s'est déroulée sans heurts, contrairement aux attentes et aux desiderata de nos amis de l'opposition. Maintenant qu'ils
pleurent leur échec, nous n'en ferons pas le deuil pour ce qui nous concerne. Toutes les machinations devant aboutir à un dialogue demandant la dissolution de l'Assemblée nationale, je crois que je peux le clamer haut et fort pour le compte du RPG Arc-en-Ciel. Ce sera peine perdue, puisque personne n'a été exclu de la compétition. Ceux qui se sont exclus devront en assumer l'entière responsabilité de leur posture. Oui, mais attendez, aux élections législatives, lorsqu'il y a eu le report du 1er au 22, Alpha Condé apparaît à la télé, il a dit oui, on va apurer le fichier électoral, mais pas question d'intégrer les autres. Ça veut dire qu'ils ont été exclus. Non, le président n'a jamais dit qu'il fallait législatif, M. Camara. Écoutez, les fonds sonores existent. Le président de la République n'a jamais dit qu'il aurait été question d'ouvrir à nouveau la liste pour que les autres viennent. Alpha Condé n'a jamais dit cela. Donc, non, il a dit on ne va pas intégrer. Il n'est pas question d'intégrer. Ce qui veut dire que ça a été fait de façon volontaire pour ne pas que l'opposition participe à ces élections. Les opposants ne devaient plus participer. Et rééditer les bandes sonores. Oui, je répète, il a dit qu'il n'y a pas question d'intégrer d'autres. Chacun assumera la part de sa position. Ils n'ont pas voulu aller, ils feront le deuil eux-mêmes de leur absence. La République se bâtira sans eux. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à ce qu'il y ait un dialogue pour débattre de toutes ces questions nationales. On ne débattra pas de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le peuple s'est exprimé correctement, ils assumeront leur absence. Personne ne les a empêchés de venir. Alors, M. Camara, quand même, pour celui qui prenait l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a eu quand même presque le même cas similaire avec la Guinée en termes de troisième mandat. Mais de l'autre côté, vous avez vu Alassane Ouattara reste ouvert au dialogue. Il y a même notamment les consultations ont commencé avec son opposition. Pendant ce temps, son conseiller politique, qui est le président Alpha Condé, reste statique sur ses positions. Est-ce qu'on peut dire désormais que votre champion n'arrive pas à ôter le manteau du président du parti qu'il est au profit notamment du chef de l'État de toute la Guinée pour nous sortir de cette situation? Tout le respect que j'ai pour la Côte d'Ivoire et son président, je suis et je demeure guinéen. Donc le président de la République a été élu, libre à lui de constituer son gouvernement comme il l'entendra. Ce que moi je dis politiquement, le président n'a aucun droit et le parti s'opposera véhément à cela de dissoudre l'Assemblée pour une seconde élection législative que ce soit. Bien, mais à part, ce n'est pas seulement ça, la dissolution du Parlement, mais il y a d'autres aspects qui peuvent être mis sur la table pour répartir de l'avant quand même. Il y a des opposants en prison aujourd'hui. Je suis un homme politique. Je suis un homme politique. Le président, le RPG, l'empêchera de dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, il est libre, comme je l'ai dit, il est président de la République. Du point de vue de l'exécutif, il est libre de nommer quelques Guinéens qu'il veut au gouvernement. Monsieur Patrick Séni Camara, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Merci d'être passé dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Il bien à cette Assemblée nationale. Hein? Alors au revoir. Alors, on revient dans cette émission. Monsieur Ba, c'est vrai, aujourd'hui, pour celui qui passe au scanner, le combat du FNDC, avec tout ce qu'on a connu en Guinée, troisième mandat, changement de la Constitution, est-ce que vous êtes fier du processus démocratique? Bon, je sais que vous allez dire que vous n'êtes pas fier, mais est-ce qu'on peut parler d'avancée démocratique en Guinée? Parce qu'il y a quand même, il y a eu des élections. C'est ce que tout parti politique réclame en tant que acteur politique. Non, ce serait réducteur, hein? Ce serait réducteur de parler que d'élections. C'est évident, on ne peut pas, à moins que ce soit les démagogues et les profiteurs du régime, hein, ou certains arrivistes qui ne peuvent pas, qui cherchent à prendre une revanche par rapport à leur passé précaire. C'est ceux-là qui aujourd'hui peuvent vanter un régime dans les conditions-là. Mais c'est assez triste qu'on en soit là. J'avoue que, au-delà du fait que je sois un homme politique, tout ambitieux n'aurait pas voulu que la Guinée se retrouve à ce niveau-là. Je n'ai jamais été convaincu qu'Alpha Condé allait être un bon président, même avant qu'il ne soit président. Pourquoi je n'ai jamais milité dans son parti, je ne lui ai jamais fait confiance. Mais j'avoue que je n'avais jamais imaginé qu'il allait descendre aussi bas. Parce que, je l'ai dit dans une de mes tribunes,
que quelquefois, Dieu merci qu'il soit devenu président, parce qu'au moins les Guinéens ont découvert qui il est avant qu'il ne meure, parce qu'il ne sera pas éternel. Autrement, on aurait célébré un faux démocrate. S'il était mort en prison ou s'il était mort avant d'arriver au pouvoir, peut-être certains auraient pensé que la Guinée a manqué toute sa chance à travers Alpha Condé. Aujourd'hui, à l'évidence des faits, on s'est rendu compte que c'était un homme qui est resté un homme politique et qui n'avait pas ce pench pour être un homme d'État. Donc il est rentré dans l'histoire. Il y a cette question qui revient dans le débat. Azoka, c'est vrai, quand vous prenez notamment l'année 2020, en termes de processus politique de la Guinée, si on renverse la situation de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire que changement de constitution, double scrutin et puis troisième mandat n'est pas en quelque sorte la résultante d'une certaine naïveté ou faiblesse de l'opposition guinéenne? Bon, je ne pense pas qu'on pourrait parler de naïveté ou de faiblesse de l'opposition, parce que les opposants, ce qu'ils peuvent, c'est lorsqu'on dit qu'il y a des consultations, c'est d'aller à ces consultations, mais aussi essayer de savoir est-ce que le processus va être transparent, équitable et qui pourrait permettre à ce que les voix comptent. Lorsqu'on prend par exemple les élections législatives du 1er mars, l'opposition était prête à y aller, mais elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même un fichier électoral qui avait plus de 8 millions, on l'a vu, de ce qu'on avait sorti. Un défi d'unité quand même au sein de l'opposition guinéenne. Donc, oui, ça c'est clair que l'opposition ne peut pas... faible, elle ne peut pas être... Elle a été difficile à se faire, à se trouver une unité parce que il y avait des oppositions au sein de l'opposition. Et il y avait eu aussi, il faut le rappeler, comme Ali le disait, des infiltrations. Il y a eu beaucoup d'éléments qui étaient avec tout ça, la mouvance. Infiltration, mais c'est parce que ça manquait de... Et puis l'autre aspect, il y a eu des va-et-vient. Pas vraiment, parce que ce que moi j'allais dire, le plus important à demander dans un pays, c'est le respect des règles du jeu. En fait, cette histoire d'unité de l'opposition, comme si l'unité supposait que l'opposition soit incarnée par un seul individu, ce ne sont pas des choses qui s'imposent. Ce sont des choses qui sont déterminées selon les contextes, selon la circonstance. Le plus important, c'est de veiller au respect des règles du jeu. Les règles du jeu démocratique, ce sont les lois. Si dans notre pays, on continue de croire que celui qui demande à ce que la loi soit respectée est un naïf, ou bien qu'il est faible, c'est lui qui applique la violence, tue, change les textes au gré, change les règles du jeu au gré de ses intérêts, c'est celui-là qui est intelligent, alors on ne comprend plus. C'est pourquoi certains pensent, Alpha Condé, il dit c'est un bon politicien. En quoi il est un bon politicien? Le fait de violer les lois, le fait de faire tuer des gens, le fait de garantir l'impunité à des personnes qui tiennent l'équilibre de son pouvoir, le fait de faire des fausses promesses, le fait d'avoir pas un bilan économique, le fait de ne pas s'occuper socialement de ses compatriotes, c'est cela un bon politicien. Bien. Alors les définitions en Guinée sont complètement galvaudées. Ailleurs, ils sont prêts à applaudir les personnes qui font des résultats, mais c'est les mêmes personnes qui essayent de te faire dire que quelqu'un qui n'a utilisé que de la roublardise et de la violence est un bon politicien. Qu'on se pose des questions. S'il était aussi bon, alors pour la conquête du pouvoir, pourquoi il ne l'a pas obtenu en délogeant Sékou Touré, paix à son âme, à son vivant? Pourquoi il ne l'a pas obtenu en délogeant Lansana Conté à son vivant? C'est qu'il allait vous dire, si vous lui posez la question, il allait vous dire que c'était des dictateurs qui ne respectaient pas les règles du jeu. Et lui-même, dans ses discours antérieurs, Alpha Condé a dit, un discours que tout le monde a lu, a écouté, que ce qui explique les guerres civiles en Afrique, c'est le refus de l'alternance des dirigeants au pouvoir. Et aujourd'hui, il réédite la même chose. Bien. En fait, le problème, ce qu'on pourrait reprocher à l'opposition guinéenne, c'est ce manque de cohésion dans l'ensemble des objectifs qu'elle s'est fixés. On a l'impression comme c'est un mariage forcé. Voilà. Ou plusieurs agendas dans une même entité. Il y a un problème d'ego. Aliou, vous ne pouvez pas le dire. Il y a un problème d'ego entre les leaders de l'opposition. Il y en a au sein de cette opposition qui se disent, si c'est lui, je ne suis pas avec lui. Si c'est cet autre, alors, je ne vais pas être. Donc, parce que, ne serait-ce qu'avec la candidature de Cellou Dalein, si elle était on a vu. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui étaient à la présidentielle, Abessila et M. Kabele, qui reconnaissent. Les autres opposants, beaucoup disent non, il n'est pas élu. Nous allons... Alors que
Nous allons marquer une courte Ça serait qu'un petit soutien, ça aurait régalvanisé les troupes. Nous allons marquer une courte pause dans cette émission consacrée essentiellement à cette rétrospective de l'actualité sociopolitique de la Guinée, notamment de l'année 2020 qui s'en va. Il faut dire que dans cette troisième et dernière partie, j'allais dire, on aura l'intervention de l'honorable Fodé Mohamed Souma, député à l'Assemblée nationale, président de la GESI, et également on continuera le débat avec notre invité plateau qui est là avec nous déjà, M. Aliouba, président de l'organe provisoire de Modèle, mais ce sera juste après cette courte pause. Merci pour la considération et confiance que vous placez à cette télé, Star 21 TV, et plus particulièrement à cette émission Starcom. Notre mission, c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité en toute responsabilité. Alors, Azoka, pour cette troisième partie, on va parler de coronavirus. Il faut dire quand même que ça a été un aspect très déterminant en ce qui concerne notamment le combat de l'opposition, parce que voilà, le double scrutin, il a fallu la Covid-19. Alors, M. Ba, quel est votre regard sur l'apparition de cette pandémie dans le monde entier, plus particulièrement en Guinée, et de sa gestion, mais également ses incidences sur votre calendrier politique, notamment au cours de l'année 2020? Écoutez, le monde entier a été affecté par cette pandémie, au niveau politique, au niveau professionnel. Moi, j'ai été particulièrement pénalisé dans beaucoup de mes activités. Presque le moment où la pandémie prenait de l'ampleur m'a trouvé dans un programme ambitieux dans lequel j'étais aux États-Unis, à l'invitation du département d'État. Il a fallu que je décide de rentrer en précipitation pour éviter d'être confiné. Il a bien fait. Évidemment, j'aurais pu prendre 5 ou 6 mois aux États-Unis, même pas que les mois, j'aurais dû prendre 5 ou 6 mois. Ouais. Ça m'aurait pénalisé dans mes activités professionnelles également, avec ma famille et mes collaborateurs. Donc, durant toute l'année, le monde a enduré cette pandémie. La Guinée n'a pas été épargnée. Ce qui est peut-être triste, c'est le fait que cela a été utilisé aussi par le pouvoir pour imposer un agenda et très souvent qui était contraire aux consignes sanitaires, aux recommandations sanitaires, l'interdiction de manifestations, etc. Donc ça a été une raison aussi de justifier qu'on empêche l'exercice de certaines libertés, étant donné qu'on protégeait d'autres Guinéens qui faisaient la propagande du régime. Bref, cela a pénalisé sur le plan économique, sur le plan social, mais ça a été aussi utilisé par le pouvoir pour passer en force. Là où ils n'avaient pas des arguments, ils se sont servis de ça pour s'imposer, imposer leur agenda politique. Ce qui en soi a exposé beaucoup de nos compatriotes qui en sont morts. Parce que jusqu'au 22 mars, on disait que la Guinée n'était pas... Et pourtant, dans le monde, on avait la plupart des pays avaient décrété l'état d'urgence. Le premier cas a été notifié le 12 mars. Le 12 mars, mais... C'était non, mais il y avait une tendance à la banalisation. Et puis, il y a le refus d'être transparent. Parce que l'un des facteurs déterminants de cette lutte, et qui a aidé d'ailleurs les autres pays sérieux à endiguer ou à maîtriser le processus, c'était la transparence. Le fait d'expliquer à la population de quoi il s'agissait, de faire un véritable bilan. Mais chez nous, jusqu'à présent, en termes statistiques, il y a beaucoup de pays qui émettent des doutes par rapport à ce que les autorités sanitaires guinéennes disent ou que les autorités politiques disent. Parce qu'on sait que derrière, il y a toujours un petit calcul qui ne soit pas lié à des raisons plus faibles. Officiellement. Mais en réalité, comment les choses se passent, nous vivons avec les gens au quotidien. Nous savons qu'il y a beaucoup de cas où les gens ont du mal à se prendre en charge et tout. Bien que les médecins, le corps médical et autres là ont fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de personnes qui se sont sacrifiées, il faut saluer ces efforts-là. Mais au niveau des autorités, c'est évident qu'il y a un déficit. Alors, Azoka, sur la question de la gouvernance en Guinée, il faut dire quand même que l'année 2020 a été une année, tous les efforts macroéconomiques qui ont été entamés par le gouvernement n'ont pas abouti à cause de la Covid-19. À cela s'ajoute notamment ces cas de détournement au sommet de l'État, où des hauts commis de l'État ont été incriminés ou présumés coupables. Il y a le dernier cas en date, notamment, ce sont cette affaire de Nabaya Gate. Alors, sur le plan gouvernance 2020, quelle est la note que vous donnez à Alpha Condé? Bon, je pense que c'est mi-figue, mi-raisin, parce que si on prend la gouvernance politique, elle a été décrite, beaucoup de manifestations, beaucoup d'arrestations,
aujourd'hui encore beaucoup d'opposants en prison. Sur le plan économique, c'est vrai que malgré le coronavirus, il y a eu un boom au niveau quand même du secteur minier. Les mines ont résisté. Ah oui, et ça a été d'ailleurs un deuxième producteur désormais. Qui pourrait, en tant qu'économiste, que les justement, il y aura son avis à dire. Parce qu'on a vu le boom du secteur économique. La Guinée est devenue deuxième productrice de la bauxite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes aussi environnementaux concernant l'exploitation des zones minières, notamment dans la partie de Bokeh. Le pays a réussi à avoir le programme avec le FMI économiquement. Je pense que ça a été bien, mais je pense, j'ai toujours dit que quelle que soit la croissance économique, le PIB ou je ne sais pas le taux de croissance, si cela ne se reflète pas dans le panier de la ménagère, sur le quotidien, on ne peut pas sentir qu'il y a eu un impact. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. On s'est beaucoup plus accentué sur la politique. Il y a eu beaucoup de grands travaux qui ont été lancés, qui n'ont pas pu être achevés. Et donc, économiquement, je pense que les choses n'ont pas beaucoup bougé en 2020. Peut-être que si la situation politique se stabilise... Si ça n'a pas bougé, si tu permets... Si la situation politique si ça n'a pas bougé, si ça n'a pas bougé sur le plan économique, c'est parce que l'État argue le plus souvent, l'argument, les manifestations politiques des opposants et tout ça. Donc, le coronavirus est passé par là. Non, vous savez, ça c'est la légèreté, c'est l'argument des paresseux et des dirigeants en manque d'inspiration. Il est dit, c'est pas moi, c'est pas moi qui le marque. Vous avez quand même empêché, vous avez quand même empêché Alpha Condé de gouverner. Ça, c'était votre objectif en tant qu'opposition. Pas du tout. Tout ce qu'on a fait, c'est dans le cadre de la loi. On ne peut pas prendre le législateur ne peut pas prévoir des dispositions légales. Les manifestations de rue, on ne peut pas les considérer comme étant un obstacle au développement. Sinon, on n'aurait pas légiféré dans ce sens. On n'a rien inventé. Tout ce qu'on a fait, c'est ce que la loi a permis de faire. Et Alpha Condé lui-même, il le faisait avant. Donc, c'est un argument farfelu. Généralement, c'est ceux qui n'ont pas d'argument qui raisonnent dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est admis, dans un pays où l'opposition est plus forte que le pouvoir, c'est que le pouvoir ne travaille pas. Sinon, quand tu parles de l'opposition, c'est de la population qu'il s'agit. La mouvance, c'est de la population qu'il s'agit. Si la population adhère beaucoup plus au mot d'ordre de l'opposition par rapport à la mouvance, ça veut dire que la population n'est pas satisfaite de l'action gouvernementale. Donc le raisonnement, il est simple. Économiquement, vous avez touché. Belles analyses. Exactement. C'est ma vocation. Je suis financier, je suis analyste. Et ce que je voudrais dire, et vous avez mentionné d'ailleurs par rapport au cas du secteur minier. Le secteur minier, nous avons commencé à exploiter nos mines depuis très longtemps, à la fin des années 60. Jusque-là, ça ne correspond pas à un développement. Parce que le développement économique n'est pas forcément synonyme de développement de la population. Parce qu'il faudrait non seulement créer de la richesse, mais il faut savoir comment la redistribuer. La distribution de la richesse, c'est l'État qui le fait, c'est dans le cadre social que cela se fait. Le problème de l'économie guinéenne est d'abord un problème interne. C'est une économie qui n'est pas suffisamment bien structurée. Parce que jusque-là, en Guinée, on vous parle des apports internationaux tels que les programmes du FMI et de la Banque mondiale. Les programmes FEC, ce sont des programmes facilités élargis de crédit qui sont destinés aux pays qui ont des difficultés de mobilisation de recettes intérieures, qui ont des difficultés d'équilibre de balance de paiement. À partir de ce moment-là, il faut considérer que ce sont des programmes de perfusion économique. On ne peut pas considérer que quelqu'un qui est alité, qui est sous perfusion, assistance médicale, on ne peut pas considérer que celui-là a des perspectives. Parce qu'il faut d'abord se porter bien pour penser à l'avenir. Donc la Guinée est sous soin depuis très longtemps, soin économique, parce qu'on est obligé de recevoir ces types de programmes. En réalité, nous pouvions faire mieux. Si l'économie était mieux structurée et que les priorités étaient fixées sur le développement économique local, le retour de la confiance déjà est important. Quand l'État fonctionne bien, l'État offre des garanties. Par rapport à la crise du Covid, vous avez partout dans le monde, on a sécurisé, par exemple, les PME, les entreprises, par rapport à leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires financiers, en l'occurrence les banques. Parce que les échéances de paiement sont assez rigoureux et il se trouve que ces entreprises ou ces unités sont impactées par la situation du Covid. Donc l'État prend des garanties soit pour rallonger les échéances
ou bien l'État prend même des garanties pour payer certains prêts et que l'État puisse protéger les emplois pour ces entreprises afin que ces entreprises restent à même niveau. Qu'est-ce que l'État guinéen a fait? Nous sommes l'un des rares pays où jusqu'à présent... On a vu ce plan de relance financement théorique qui a même été ridiculisé par les institutions. Ils ont fait du copier-coller. Qui ne connaît pas Kassouri Fofana, à quelqu'un qui a du mérite. Tout ce qu'on dit, doctorat, et tout ce que vous en nommez, écoutez, économiste, j'en ai envie, j'ai vraiment envie de rigoler quand j'entends certains titres qu'on attribue à des gens ici. J'aimerais bien qu'ils viennent dans vos médias, qu'ils acceptent d'être en contradiction avec des spécialistes, vous verrez bien leurs lacunes. Malheureusement, ils ne le font jamais. Pour vous dire combien de fois, c'est par le fait de la mauvaise qualité des ressources qui s'occupent du secteur de l'économie qu'on n'a pas un schéma structurel qui permet de tirer profit de tout le potentiel que nous avons. Imaginez le lien que nous avons entre les infrastructures et le développement économique. Quand vous avez des endroits qui sont inaccessibles, comment vous voulez que la production locale puisse être acheminée? Moi, je viens de la région du Fouta récemment où j'étais pendant 2 semaines en séjour. Vous voyez combien de fois la filière pomme de terre est en train de mourir. Et pourtant, elle a été entretenue pendant des années et des années. Combien de personnes, des milliers de personnes vivent directement ou indirectement de cette filière. Si vous n'avez pas dans une économie les infrastructures qu'il faut pour faciliter la mobilité, il n'y a pas de développement. Parce que ce sont les populations qui se développent. C'est elles qui sont à la base de toutes les initiatives de développement. Si on ne peut pas se déplacer, Conakry-Labé, 425 km que je fais, il m'a fallu 20 heures de route. Et je suis chanceux. Parce que certains en font 24 heures, voire même un peu plus. À cause des travaux, hein? Enfin, on dit des travaux. Prenons des routes qui ne sont pas... il n'y a pas de travaux. Alors prenez la route Télémélé-Conakry ou Conakry-Gawal. Ne prenez cela ou Koundara. Vous imaginez ce que ça fait. Donc, ce sont des arguments qui font que, à la base, je parle de la structure économique nationale. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'au niveau interne, qu'il y ait une dynamique et qu'on ait de l'épargne intérieure qui puisse fonctionner. Si les gens arrivent à l'identification qu'on peut faire, quand vous venez dans une économie, vous voyez les tableaux, vous vous rendez compte que la douane, par exemple, rapporte beaucoup plus que les impôts. Dites-vous bien que c'est une économie extravertie. Ça veut dire que tout le pays vit des taxes sur les produits d'importation. Et à chaque fois que vous importez, vous enrichissez les autres, vous vous appauvrissez. Parce que vous faites de la commande en Chine. À chaque fois que vous faites une commande, c'est des employés supplémentaires en Chine, c'est des entrées de devises pour les Chinois. Et une fois que ça arrive ici, c'est de la consommation, donc ça appauvrit votre population. C'est l'inverse qui devait se faire. Voyez maintenant la loi de finances. Vous verrez que la douane nationale fait partie des plus grandes poches de recettes et de contributions. Étant donné que c'est le service des impôts, parce que quand le service des impôts mobilise beaucoup, ça veut dire qu'au niveau interne, il y a un dynamisme économique, donc il y a un prélèvement. Alors, les Guinéens ne payent pas leurs impôts. Oui, parce que l'État est très faible. C'est justement dans ce sens et arbitraire. Les plus forts ne payent pas des impôts, c'est les plus forts, les plus faibles qui sont soumis au paiement. Parce que vous venez dans une entreprise, si elle est forte, et qu'elle a des connexions avec les partisans du pouvoir, ou c'est une entreprise qui utilise beaucoup la corruption, elle est épargnée. Les petites et moyennes entreprises qu'on devait protéger et qui n'ont pas des bras longs, bien c'est sur elles qu'on se rabat pour leur faire payer le manque à gagner que l'autre, le géant, aurait dû payer. Ça veut dire qu'on tue ceux qui émergent et on protège ceux qui ne contribuent pas, parce que l'argent de la corruption, l'argent sale, ça va dans ce qu'on appelle une économie parallèle. C'est une économie criminelle. Donc, au lieu que ça aille dans les circuits normaux de l'État, on les retrouve dans des circuits parallèles. Et c'est ce qui explique en partie le boom de l'immobilier. Vous voyez en Guinée, les gens ils payent un terrain qui se vend à 200 000 $ dans une capitale qui n'a ni sécurité, ni eau, ni électricité, etc., etc. Vous posez des questions. Pourquoi? Parce que l'argent de la corruption, l'argent sale, va et plutôt investir dans des secteurs comme l'immobilier pour pouvoir engranger et puis, si vous voulez, rendre l'argent propre. Alors, c'est dans ce contexte, voilà, vous passez notamment ce scanner, le chiffre rouge, en ce qui concerne notamment les signaux macroéconomiques, après les analyses de M. Ba. Alpha Condé nous promet notamment une autre gouvernance, gouverner autrement, voilà, au sortir de cette élection, de l'élection présidentielle. Vous, en tant que, bon, c'est vrai que je sais pertinemment que vous ne croyez pas, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui les chances qu'Alpha Condé puisse rentrer par la grande porte à travers déjà tout ce qui lui reste, notamment comme voilà, gestion? Écoutez, les chances qu'un octogénaire se réinvente, je crois peu, je vous assure. À son âge,
la sagesse africaine aurait voulu qu'il aille se reposer. Ce qu'il n'a jamais pu faire de sa vie, ce n'est pas à plus de 80 ans qu'il va faire. Dans le slogan gouvernement, vous ne croyez pas? C'est une gouvernance des slogans. La même chose, le progrès en marche, les panneaux sur les poubelles. Et aussi, c'est l'autre slogan, Guinée is back, ça ne correspond à rien. La richesse partagée ou la prospérité partagée. On peut trouver des slogans dans tous les livres du monde. Et surtout, eux, ils font beaucoup de plagiat. Ils prennent beaucoup chez les gens. Et tout ça, ils volent tellement de choses. Tout ce qu'ils apprennent ailleurs, c'est tout ce qu'ils ont toujours su. Ils n'ont pas d'imagination. Ils n'ont même pas d'imagination pour s'attribuer des choses qui leur sont propres. Bref, ce que je voudrais dire, pour moi, Alpha Condé, avant, maintenant et après, je ne fais pas confiance. C'est trop dur. Oui, Azoka, sur notamment la vie, c'est pas vitalité du parti, c'est-à-dire bon, de l'organe provisoire, notamment le modèle, quand même qui est en gestation depuis quelques mois ou années. 2 ans et demi maintenant. Voilà, 2 ans et demi. Je pense que c'est un parti jeune qui a à sa tête quand même un leader qui a réussi à se faire une place sur la scène politique guinéenne, qui fait des belles analyses. Il est un des rares hommes politiques guinéens à faire souvent des tribunes sur l'actualité sociale, politique, économique, qu'elle soit guinéenne ou étrangère. Je pense qu'il est à féliciter. Le problème aujourd'hui dans ce pays, c'est que on ne valorise pas la jeunesse. Et quand les jeunes se mettent devant des partis politiques, déjà le blocage, il est administratif depuis plus de 2 ans. Le parti modèle cherche à avoir un agrément. Justement, qu'est-ce qui bloque? Et c'est bloqué. Qu'est-ce qui bloque? Politique administrative, des interférences. Ce n'est pas autre chose. Normalement, c'est une procédure administrative. On l'avait expliqué ici, on va le réitérer encore. Nous sommes en droit de disposer de notre agrément. Et jusqu'à présent, vous savez, la présidence a mis la main sur tout. Bon, enfin, quand c'est aussi un parti politique avec une très belle allure et qui se construit sur la base des valeurs réelles avec des talents qui émergent, nous sommes aujourd'hui un des partis politiques, comme Azoka l'a dit, qui s'est donné comme vocation de contribuer qualitativement au débat politique national en rehaussant le niveau du débat. Nous refusons systématiquement le débat de personnes, encore plus le débat de caniveau. On s'est donné une identité aujourd'hui qui est devenue, qui est respectée, qui est respectable. Mais ce qui aurait été en principe un soutien qu'on aurait dû avoir, si on pensait vraiment à l'avenir de ce pays, plutôt on cherche à nous créer des obstacles. L'objectif du pouvoir, c'était de voir ce parti se disloquer par le fait de la démotivation en nous refusant cet agrément. C'est une injustice flagrante, et depuis le 23 août 2018, mais au contraire, ça nous a boosté. Parce que ce qu'on a pu faire en 2 ans et demi, aujourd'hui, je vous assure que nous sommes l'un des partis les mieux implantés sur le territoire. Alors, ce qu'on n'a pas compris, parlant de vous, c'est vrai que vous avez occupé quand même un poste très important dans le BL. Aujourd'hui, la question, voilà, est-ce que vous êtes dans le modèle pour une question de visibilité personnelle, ou bien c'est parce que vous en avez marre d'être au service des autres, parce qu'aujourd'hui vous êtes jeune, on vous voyait plus proche de l'UFDG, et ce n'est pas fait encore, parce que c'est la politique. Alors, quelle est l'ambition? Quelle est la vision? Parce que, voilà. Vous savez, ce que moi je n'ai jamais compris, en fait, c'est ce type de rapprochement tout le temps quand on me dit on vous voit plus proche. Je ne sais pas quel est le signal qu'il a montré, à moins que ce soit comme beaucoup le font et font semblant. Pas votre patronyme. Oui, justement, beaucoup de personnes font semblant d'être républicains dans l'esprit, mais dans la pratique, ils pensent que tout Malinké est de facto du RPG, tout Peul est de facto de l'UFDG, tout Kissien est de facto du bloc libéral, ainsi de suite. Il y a des gens malheureusement qui ont un esprit bloqué dans ce pays, qui raisonnent comme ça. Ils font semblant à la place publique qu'ils ne le sont pas, mais dans la pratique, je ne vois en rien comment est-ce qu'ils peuvent me coller. Alors pourquoi ne pas déduire alors je suis proche de Baouri, je suis proche de Baousman, je suis proche... Il faut sélectionner tous les peuples et m'associer à eux, au moins on en finit pour une bonne fois, pour ceux qui le font. C'est bien une sorte de pouvoir personnel, parce que vous voulez être devant, vous avez toujours été derrière les gens, cette fois-ci c'est vous que vous voulez vendre. Ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est naturel et c'est normal d'être ambitieux dans la vie. Si j'avais que des ambitions personnelles, je pense que les opportunités de réussir personnellement sur le plan politique me sont très offertes, mais la manière de le faire, ça ne correspond ni à mon éducation, ni à ma conviction. J'ai un honneur à défendre, je viens d'une famille qui tient beaucoup à sa réputation, j'ai des valeurs qu'on m'a incarnées dans mon éducation que je ne trahirai pas,
Donc ça veut dire que je n'ai pas une obsession pour ma personne. Sinon ça aurait été, imaginez, pourquoi on se serait fatigué à chercher un agrément pendant 2 ans et rester dans la légalité. Vive à Fakonde. Vous auriez pu prendre... si on n'était pas convaincu de ce qu'on faisait, on se serait vendu comme tout le monde, on aurait pensé, il y a tellement de propositions qu'on nous fait. Mais écoutez, nous sommes ce que nous sommes, nous restons ce que nous restons. Mais sachez que ça n'a rien de personnel. Et le modèle, au-delà de ma personne, c'est un parti qui s'est construit aujourd'hui, qui a pu faire émerger beaucoup de jeunes. À peu près l'implantation, comment, à quel niveau? Écoutez, nous sommes très avancés. Parce qu'il y a assez de partis à sac, hein, c'est comment en Guinée. Oui, justement. Au moins, un siège. D'abord, c'est un mérite. Un siège à Kobaya. Où nous tenons il y a des partis qui ont des sièges, mais qui n'ont que les sièges qui participent aux assemblées. Non, mais écoutez, justement, heureusement que la presse que vous êtes, vous avez toujours couvert. Pendant plus de 2 ans, nous avons tenu nos assemblées générales de façon régulière, sans manquer aucune, tous les samedis. Et vous avez vu du monde. Nous avons pu participer à toutes les luttes politiques qui se sont menées ces 2 dernières années dans le cadre du modèle, moi, avant cela. Nous sommes sur une base d'implantation d'une 50aine de fédérations qui existent. Je vous assure, chacun peut faire son sondage aujourd'hui. En termes d'évaluation, le modèle participe demain à une consultation électorale dans ce pays. Nous ferons une surprise agréable. Bien. Si les élections sont transparentes, bien entendu. Ce n'est pas à nous de les rendre transparentes. Nous veillons à ce que cela soit, nous contribuons à ce que cela soit, mais admettez avec nous qu'aujourd'hui, on a des gens qui se disent députés avec moins de 4000 voix, alors que sur l'architecture ancienne, la base, le ratio pour être député, il faut avoir au moins entre 25 000 et 35 000 voix, parce que c'est une sorte de représentation, c'est une représentation d'ailleurs que vous faites. Aujourd'hui, le modèle va, par exemple, à des élections législatives. Si nous ne mobilisons pas 200 000 ou 300 000 voix qui peuvent nous faire au moins 6 voire 10 députés, je vous assure qu'on aura échoué. Alors, et ce challenge, on peut le donner parce que nous savons que nos cas. compatriotes sont convaincus de ce que nous sommes, de notre constance, de notre conviction, de la clarté de notre vision et surtout du combat que nous avons mené. Nous avons un bilan aujourd'hui. 2 ans, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Loin de nous de rester dans la suffisance, nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres choses. Alors, pour terminer cette émission, malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais vous offrir 1 minute précieuse. Monsieur Ba, vous allez vous adresser aux Guinéens pour votre message de Nouvel An et pourquoi pas également vos souhaits pour la Guinée. Merci beaucoup. Alors, mes chers compatriotes, je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. J'ai déjà fait un message au nom du modèle qui vous a été transmis. Je réitère nos vœux les plus sincères pour que chacun de vous soit en paix et que vous connaissiez la prospérité dans vos différents projets, l'amour, le bonheur dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle. Et j'exprime au nom du modèle une pensée particulière à toutes les victimes des violences politiques tout le long de l'année 2020. Également tous les blessés pour leur souhaiter prompt rétablissement. Une pensée solidaire à tous nos compatriotes qui sont injustement incarcérés dans les geôles de la dictature d'Alpha Condé. Je fais référence à tous ces grands noms qui sont des personnalités respectables de notre pays, à l'occurrence Chérif Ba, Abdoulaye Ba, Foni Kemenge, Oumar Silla. Je fais référence à Etienne Soropogui, à Ousmane Gawal Diallo, honorable Selou Baldé. Je fais référence à toutes ces icônes et d'autres personnes qui sont en prison que je ne pourrais pas citer et tous ces anonymes. Je peux dire que leurs familles doivent être fiers d'eux, que ce soit leur famille biologique ou leur famille politique. Bien. Et je suis convaincu qu'ils sortiront de là. Ils sortiront de là très bientôt parce que nous mènerons toujours le combat pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté qu'on leur a injustement confisquée. Merci, c'est sur ce message notamment que nous fermons porte-fenêtre de cette émission. Azoka, merci d'être passé. Merci à vous et merci à tous ces téléspectateurs. On se retrouve dans cette même émission également. Merci M. Ba d'être passé. On se retrouve avec vous, chers téléspectateurs, dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée pour également éplucher ensemble les dessous de cette actualité. Surtout, ne quittez pas sous cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.